Je vous présente le livre de mon voisin de droite, mais qui n'est pas de droite, Daniel Remacle, Fructidor. Alors, Daniel est né en 55, comme ça on le sait. Il est juriste et ça se comprend d'ailleurs à la lecture de son roman. Il est aussi, de toute évidence, passionné par l'histoire, et notamment l'histoire du socialisme, et l'architecture, et ça se comprend aussi à la lecture de son CV. Il vit en France, où il écrit. Fructidor, c'est quoi? À l'origine, c'est le 12e mois du calendrier républicain. Ça correspondait au mois d'août et de septembre. Alors, petite incise, il y a beaucoup de romanciers aujourd'hui ici qui sont auto-édités. Et vous savez qu'il y a toujours une espèce de jugement, ou en tout cas préjugé. Daniel a auto-édité, mais je peux vous dire que c'est d'abord son choix, et il n'aurait vraiment aucun effort à trouver un auditeur, tant le livre est de qualité. Vous savez que je reproduis le préjugé en le disant, mais vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a aussi des romans qui sont édités et qui ne sont pas de qualité, on le sait. Donc voilà quelque chose qui brise en tout cas le préjugé que j'aurais pu avoir, d'autant que c'est un roman qui fait 471 pages. Donc je me suis dit, oh là là, j'ai choisi le plus gros, quel devoir. Eh bien non, c'est vraiment pas un devoir, c'est fait un plaisir. Et alors ici, pour les grands romans, ceux qui durent longtemps, aujourd'hui il semblerait qu'ils sont un peu discrédités parce qu'ils sont trop longs. Et donc ça c'est le réflexe du consommateur. Mais quand vous vous souvenez des Hemingway, des Jack London et de tout ça, en fait, quand vous rentriez dans votre lit ou dans le livre, à chaque fois vous vous disiez « Ah, je retrouve mon ami ». Mais j'ai eu un peu ça. En rentrant le soir dans mon lit, je me disais « Ah, chouette, je vais lire la suite de ce que j'ai lu ». Donc voilà, n'hésitez pas, n'ayez vraiment pas peur de cette forêt de mots. Alors, James, que je n'ai pas lu comme poète, enfin je l'ai entendu dire, à une écrivaine qui commençait son métier, qu'il faut écrire sur ce qu'on connaît. En cette occurrence-ci, on sent bien que Daniel écrit sur ce qu'il connaît. Dans son roman, il y a du droit, puisqu'il est juriste, du droit pénal. D'ailleurs, on retrouve les procédures de manière juste dans ce roman. Il y a du droit commercial, quand il décrit les conflits au sein d'un conseil de société à but lucratif. Et il y a de l'architecture, quand il nous décrit les projets d'habitat collectif créés au début du XXe siècle dans plusieurs villes européennes, projets d'habitat, on va dire, socialiste, de renouveau de l'habitat et de cette classe sociale des moins défavorisés. Et il nous rappelle même qu'il y a toujours de ce type d'habitat, notamment à Boitsfort, en citant le Floréal et le logis. Et donc on apprend aussi dans l'histoire de projets d'architecture qui étaient bienveillants pour des gens qui n'avaient pas les moyens de se construire des maisons forcément riches et à quatre façades. Alors lui, il en a inventé une qu'il appelle Spaden-Baden. Alors là, c'est encore une autre dimension qu'on va trouver dans son écriture, c'est l'humour. Et moi, Spaden-Baden, j'ai été voir, ça n'existe pas. Mais il y a Spa, il y a Baden-Baden. Donc là, on a Spa-Baden. Et cet humour, vous allez le retrouver à plusieurs endroits dans son roman, souvent en fin de chapitre, ce qui est une manière de faire rebondir, de faire sourire avant de passer au suivant. Et puis, sinon, en fin de chapitre, vous avez souvent une technique pour vous allécher à passer au suivant. Alors, dans la technique qui vous fait un peu rebondir, il y a ces trois dimensions dont je parlais, même quatre, parce qu'il y a encore l'histoire d'une famille qui avait créé ces projets d'architecture. Donc, il y a l'histoire de l'architecture, et puis il y a l'histoire du socialisme, et puis il y a une énigme policière, parce que c'est quand même un policier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que de chapitre en chapitre, on passe de l'un à l'autre. Et donc, il nous laisse avec le prochain meurtre, ou le précédent, il nous laisse un chapitre d'attente. Et donc, on circule comme ça entre ces trois dimensions tout le temps.
Et c'est fort, j'ai trouvé ça intéressant parce que d'abord on est alléché, comme quand on lit un policier, on a envie de savoir qui a tué qui. Et ici, il y a pas mal de meurtres, hein. Et on est baladé, hein. On est baladé quand même, hein. Il fait comme ça. Oui, mais il y a quand même. Ah non, il y a aussi une femme qui est emprisonnée. Enfin, on a quand même du suspense. Mais on est aussi suspendu à la suite de l'histoire, puisqu'on est promené depuis la guerre 14, la guerre d'Espagne, la guerre 40, l'Holocauste. Donc on est baladé dans toute une série d'événements historiques qu'on connaît et qu'il est bon qu'on nous rappelle aussi. Et si vous allez dans les dernières pages, vous verrez que la bibliographie, ce qui témoigne d'ailleurs d'un travail de recherche énorme, hein, que, me disait-il, même les historiens reconnaissent. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je vais continuer mon texte. Alors, ce qui est aussi intéressant qu'on apprend, historiquement, c'est ça que je voulais dire, on est passionné aussi par des moments de l'histoire, c'est l'histoire du condominium. Alors vous savez que un condominium, en droit international, c'est quelque chose de très rare, c'est la co-souveraineté de 3 pays, et ça a existé. C'est-à-dire qu'il y avait des territoires qui appartenaient à 3 pays, lesquels se mettaient d'accord pour savoir qui serait préfet ou gouverneur, je ne sais plus quel est le mot, je pense que c'est préfet, et avec éventuellement une interchangeabilité d'année en année, et comment ils se... Et savez-vous qu'il y a encore un fleuve, ou est-ce que c'est la Moselle, je ne sais plus lequel, mais il y a encore des fleuves aujourd'hui, oui, c'est-à-dire entre l'Allemagne et le Luxembourg, la Moselle et ses affluents, la Sûre et l'Our, qui sont encore un condominium. Donc ils sont gérés par plusieurs souverainetés. C'est étonnant, comme l'histoire laisse des traces. Hein. Alors pourquoi est-ce que je fais ce détour dans les méandres de la Moselle en vous parlant? Mais parce que justement, je venais de vous en parler, il nous invite à méandrer, si j'ose dire, entre les 3 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous les redire, je les ai dit de manière un peu improvisée. Donc ces 3 dimensions, c'est une structure qui est, je trouve, très intelligente et qui tient le lecteur vraiment en haleine, qui est vraiment intéressante. Alors, je voulais relever certains traits que j'ai retenus donc l'humour, je vous en ai parlé. Je vais vous en donner 2-3 exemples. En plus, quand on lit un livre de 471 pages, on sait qu'il y a des moments qu'on loupe. Donc c'est un roman qu'on peut relire, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je ne me priverai pas de le relire quand j'aurai encore un peu plus oublié. Parce qu'il y a beaucoup de blagues, il y en a tellement qu'on ne voit pas. Je suis persuadé qu'il y a des blagues que je n'ai pas vues. Alors je vous en dis l'une ou l'autre. Hein. Les Français avaient tenu la dragée haute aux Allemands. Les casques à pointe ne savaient pas que Verdun était la capitale de la dragée. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Plus loin, il dit Ouzo. Donc il y a un des personnages qui dit Ouzo. Donc en flamand, ça veut dire comment, hein, Ouzo, comment. Mais il répond à une invitation qu'on lui fait d'aller manger dans un restaurant grec. Donc Ouzo, Ouzo. Et tant d'autres, hein, donc une lecture trop rapide omet de remarquer. Donc j'ai déjà dit l'énorme travail de recherche historique et de documentation, la facilitation de la lecture via des encarts explicatifs, ah oui, parce que quand vous êtes perdu, il met des encarts, donc comme lecteur, vous êtes pas, on ne vous oublie pas, hein, ça vraiment. Alors bon, moi j'ai beaucoup aimé le foisonnement des personnages autour du fameux inspecteur Simon, qui est l'inspecteur principal, qui lui, durant tout le livre, enquête. Et pour parler de voyage, c'est vrai qu'il a été envoyé dans cette région, et donc pour lui, c'est vraiment un voyage aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté là tout à l'heure? Ben non. Je vais vous lire peut-être un petit passage, parce qu'il m'a vraiment beaucoup ému, et on n'est pas dans l'intrigue, on est dans l'histoire. C'est ceci. Et vraiment, si je devais le préfacer, cette lecture, je dirais... Et si il n'était pas mort à ce moment-là, que se serait-il passé dans notre histoire à nous? Et donc ça, c'est resté
parce qu'il y a l'énigme policière, mais du coup, moi, c'est une des énigmes que je retiens aussi, qui n'a rien de policier, qui est une énigme politique. Et donc, je vous la lis. Au café Le Croissant, 2 gamins jouaient aux dames dans la salle. L'un des deux était le fils du patron de l'établissement, l'autre s'appelait Jean. Il avait 9 ans, il était le fils d'Almareïda, le journaliste anarchique de la publication Le Bonnet Rouge, comme ça on apprend aussi, qui depuis le 24 mars était devenu un quotidien. Almereïda, son directeur, avait pour véritable patronyme Eugène Bonaventure Vigo. Donc là, je vous lis un passage tout à fait informatif. Voilà, on sait ça. Et puis, paragraphe suivant. 2 coups de feu interrompirent la partie de dames à laquelle s'adonnaient les 2 gosses qui assistèrent épouvantés à une tragédie qui venait de se dérouler à quelques tables de la leur. Marqué, Jean Vigo, Vigo, c'est un nom qui nous dit quelque chose, hein, alors devenu cinéaste, reprendrait cette partie de dames 20 années plus tard dans une scène notable de son film La Talente. Jean Jaurès venait de mordre dans une tarte aux fraises, mais ce n'était pas un coulis fruité sur sa chemise qui le fit s'affaisser sur le côté gauche. Pratiquement tiré à bout portant depuis la fenêtre ouverte à laquelle la victime offrait son dos, le premier coup de feu avait déjà été mortel. Juste là. Et quand vous avez lu le livre, vous savez qu'il a parlé de Jean Jaurès avant, vous savez que c'était un pacifiste, vous savez qu'il s'opposait à la guerre 14, et vous vous dites, ah bon, et si? Et c'est une énigme, hein, parce qu'on n'en sait vraiment rien. Il y a une autre chose aussi qui m'a touché, quand il parle de l'Holocauste, il parle de Freud, et il dit quelque chose comme ça. Freud a eu, et c'est une phrase terrible, la chance de ne pas, il ne l'écrit pas comme ça, mais c'est moi qui le redis après, a eu la chance de ne pas savoir que ses 2 sœurs avaient été, que ces 3, vous voyez qu'il faut lire 2 fois, que ces 3 sœurs avaient été gazées. C'est une phrase terrible. Et ça, moi, je ne le savais pas non plus. Et donc voilà, on a des événements historiques qu'on apprend comme ça qui nous ont constitués aussi. Ça fait partie de notre histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Merci, hein, s'il te plaît. Je peux ajouter quelque chose, c'est que je suis très honoré d'avoir été ainsi présenté par Pierre Vinck. C'est vrai que c'est un livre que j'ai rêvé d'écrire pendant 20 ans et que par hasard, le hasard des choses, j'ai écrit l'oratoire celte d'abord, qui a été remarqué, et j'ai auto-publié ensuite Fructidor, sous-titré Meurtre dans la ville-jardin, puisque c'est l'histoire des city gardens, des villes-jardins et puis des cités-jardins européennes, dont Pierre a bien dit qu'effectivement, elles sont nées à l'initiative du mouvement ouvrier, tout d'abord de manière utopique en Grande-Bretagne, mais elles ont essaimé en France, en Belgique, aux Pays-Bas, mais également en Allemagne. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du livre, c'est de s'intéresser à cela, à l'histoire concomitante du mouvement ouvrier et à l'histoire du cinématographe. Il se fait que dans ma vie, j'ai été et distributeur de films et gérant d'une cité-jardin. Voilà, je vous laisse à votre méditation. Merci.